Mais ce soir, on est là pour la conférence débat avec la Maison de l'Urbanisme, encore une fois, que je tiens à remercier. Et on va se poser la question ce soir de savoir justement le passé industriel, ces lieux, ces traces qu'on voit encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on construit à la place, qu'est-ce qu'on en garde, quel sens ça a. Alors le déroulé de la soirée, donc l'introduction, c'est moi, j'ai déjà commencé. Après, on va avoir les grands défis territoriaux du Brabant wallon avec les enjeux cruciaux à Nivelles particulièrement, avec Bénédicte qui est ici de la Maison de l'Urbanisme. Ensuite, un regard sur les enjeux de la réhabilitation des sites industriels avec une intervenante qui nous a fait le plaisir de venir, qui est Chantal Vincent, architecte et urbaniste, qui est auteur de Projet du schéma directeur du Val-de-Thine. Ensuite, on aura l'exemple de stratégie de reconversion de sites en région liégeoise à travers une démarche globale de résilience territoriale avec Jean-Christophe Culot, qui est ici également, architecte au sein du bureau Baumans de Fait. Ensuite, on prendra le temps d'écouter d'éventuelles questions et d'y répondre avec plaisir. Et on prendra un drink à la cafétéria juste à côté. Voilà, ça devrait durer 1 heure, 1 heure et demie. Il suffit de... La sortie est juste là et la cafétéria est juste à droite quand vous sortez. Voilà, c'est ma collègue qui me souffle. Alors, donc pour répondre à ces questions, d'abord je vous propose un petit état des lieux de certains sites industriels de Nivelles. Alors ici, vous avez en primeur, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, la carte qui est reprise à l'exposition et qui reprend les industries qui sont mises à l'honneur là-bas. Et alors, quand on se penche là-dessus, on voit tout de suite que les entreprises étaient au cœur des villes. À vrai dire, à l'époque, elles étaient surtout au bord du chemin de fer, parce que la vraie révolution, dans la révolution industrielle, c'est surtout le chemin de fer, qui a fait que les matières premières arrivaient à l'usine en grande quantité, étaient transformées et repartaient directement sur le rail pour être acheminées un peu partout. Évidemment, Nivelles a grandi, s'est développé. Aujourd'hui, on est plus ou moins, on n'est pas plus ou moins, on est à 29 070 habitants à Nivelles. J'ai regardé ce matin. Et donc, ce qui fait que ces sites se retrouvent au cœur de Nivelles, dans des lieux qu'on traverse tous les jours. Alors, j'ai fait l'exercice d'aller sur place et de retrouver certaines de ces industries. Je n'ai pas pu le faire pour toutes, parce qu'il y a des industries qu'on peut déjà plus voir. Mais j'ai essayé de vous montrer des petites photos avant-après. Alors, il y en a que vous reconnaîtrez, on va commencer tout de suite. Donc ici, on a par exemple les ateliers Richelot. Ateliers Richelot que vous pouvez retrouver rue Coparty à la gare. Et en fait, là, il y a très peu de changements. Je pense même que si on nettoie correctement la bannière du bâtiment actuellement, on peut encore lire lait et Chelot à la fin. Donc là, niveau conservation, c'est pas mal. Ici, vous avez les papiers peints Van der Borg. Donc c'était quand même une grosse usine qui était faubourg de Namur. Quand on regarde, il reste plus rien. Et il faut se rendre compte que c'était quand même très grand. Donc à l'arrière, il y avait tous les entrepôts et tout a été rasé pour maintenant un nouveau bâtiment. On continue avec la brasserie de Vieux-Sart. Donc la brasserie, évidemment, n'est plus en activité, mais le propriétaire a tenu à garder la tour, où apparemment il y a un magnifique escalier en fonte à l'intérieur. On n'a pas pu le voir malheureusement, mais il est toujours là. Ici, nous avons les usines Jules Van der Borg. Donc ça se trouve sur le Mont Saint-Roch. Si on regarde à droite, la maison, c'est le Cribéwé maintenant qui l'occupe. Elle a été rénovée. Et en fait, il y a juste l'atelier qui a disparu. Mais le bâtiment est toujours là. Alors là, du coup, c'est un exemple où on ne voit plus rien. C'est-à-dire qu'on a une vue, on reconnaît le pignon, on peut le voir à gauche. Tout a été rasé. Là, il n'y a plus rien du tout. C'est rue Roblet, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir de leurs yeux. Alors, les papeteries Delcroix, donc ça, c'est la photo du projet Fragment. Et on voit qu'ils ont gardé la tour là à gauche et le bâtiment à droite. Mais après, que va-t-on en faire ?
La Brugeoise et Nivelles. Donc la Brugeoise et Nivelles, on peut voir à gauche donc une photo aérienne. Ici à droite, c'est au Mont-Saint-Roch, c'est le site de la galvanisation. Et là, ce qu'ils ont gardé, c'est la rue et le nom de la rue. Donc ici, vous avez la rue de la galvanisation, en souvenir de la Brugeoise. Et enfin, ici, on a les établissements Lambert. Donc le bâtiment à gauche a été complètement détruit. En fait, si vous regardez un peu à droite de la photo de gauche, c'est la galvanisation justement. Et on peut par contre voir ce bâtiment avec encore les écritures d'origine sur le boulevard des Arbalétriers, je pense. Voilà, je vais passer la parole à Bénédicte de la Maison de l'Urbanisme. Merci beaucoup. Et voilà, on a déjà fait un petit voyage dans le temps, le avant et le maintenant. Et puis, moi, je vais vous proposer aussi un voyage dans le temps, mais en dézoomant un peu, en prenant l'échelle du territoire. Et donc, je vais introduire en fait toute une série de notions qui me paraissent vraiment importantes pour bien ancrer la question qui est posée ici, qui est la question des traces, en fait, hein, les traces du patrimoine, les traces de notre passé. Comment fait-on mémoire, en fait, de ce qui est encore sous nos yeux ? Et la façon de faire mémoire, les deux intervenants qui me suivront montreront aussi qu'il y a multiples façons de le faire. Et c'est un peu notre propos dans le cadre de ce grand projet Fragment, dans le cadre de cette conférence ici. C'est vraiment de mettre en perspective cette question de la mémoire, la question des traces et donc la question de nos patrimoines. Vous verrez que je vais dézoomer la notion de patrimoine à une notion beaucoup plus large, en fait. Et donc, je vais quand même commencer par remercier le Centre culturel de Nivelles de nous avoir associés à ce beau projet, à cette belle opération culturelle, et qui résonne en nous, en tant que maison d'urbanisme, d'une manière toute particulière. Alors, par contre, quand ils m'ont dit « Béné, est-ce que tu pourrais faire l'évolution de l'urbanisation dans le BOE ?» Je dis « Oula, vous êtes quand même vraiment rigolo, hein ?» Bon, prenons les choses d'une manière un peu zoomée, un peu cadrée, parce que je ne pourrais pas prétendre en un quart d'heure vous faire l'évolution de l'urbanisation dans le BOE. Je vais néanmoins essayer de vous amener quelques éclairages. Alors, tout d'abord, premier éclairage, peut-être la maison d'urbanisme, peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Juste là pour vous expliquer qu'on est une toute petite équipe, là on est 3 personnes, mais par contre on fait partie d'une grande famille qui est le Centre culturel du Brabant-Wallon, qui, comme son nom l'indique, agit sur l'ensemble du territoire et maille ce territoire. Et donc on est un des secteurs du centre culturel. Alors nos missions, elles sont dictées par le code, elles sont aussi en lien avec les missions de la province du Brabant-Wallon, qui aussi nous soutient dans cette aventure. Nos missions, c'est à la fois d'informer, de sensibiliser, d'éveiller à la curiosité. Et la conférence qui s'inscrit ici est vraiment dans ce fil-là. Sensibiliser aux enjeux de l'aménagement du territoire, du développement territorial. On est là aussi pour rassembler et relayer des savoirs. On est là aussi pour former, notamment les services communaux, et accompagner de manière beaucoup plus générale les acteurs du développement territorial. Quand on a fait ça, en général, on va dormir, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Voilà pour la petite introduction, pour juste situer qui on est et les missions qui nous sont attribuées. Alors maintenant, je vais en venir à cette question du territoire. Je vais vous faire une évolution, mais hyper rapide, du territoire de Nivelles. Mais la première chose qui est importante, c'est se rappeler qu'on ne s'implante pas, que nos ancêtres ne se sont pas implantés n'importe où sur le territoire. Il y a des conditions fondamentales qui nous permettent de comprendre pourquoi on s'est installé dans un lieu. Ces conditions-là, en fait, c'est l'accès aux ressources, c'est l'accès à l'eau, c'est la qualité des sols, c'est l'accès aux forêts. Hein, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était les éléments fondamentaux pour vivre. C'est là qu'on a construit les villes. Et les villes, au fur et à mesure, le territoire s'est étoffé, s'est organisé, et très souvent, en fait, vous pouvez remarquer que les villes, elles sont distantes d'une journée de marche. C'était un peu un étalon, finalement, pour organiser le territoire. Puis évidemment, les choses se sont complexifiées, se sont hiérarchisées pour arriver au territoire d'aujourd'hui. Et donc, en fait, l'accès aux ressources, quand on regarde la carte de Nivelles, qui est donc le gros point rouge, si j'ose dire comme ça, au centre, on voit bien que ça, c'est en 1777, donc il y a déjà, évidemment, c'est le fruit déjà de toute une histoire, mais on voit bien que l'accès aux ressources,
à cette date-là, c'est encore très très visible que c'est le fait d'avoir des bois, d'avoir l'accès à l'eau qui permet de comprendre pourquoi, à un moment donné, la ville s'est développée ici. Premier élément, première partie de l'histoire, je dirais. Et puis, on va aller très vite sur l'évolution de Nivelles, mais c'est votre territoire, donc je suis sûre que vous le connaissez beaucoup mieux que moi encore. 1777, on fait un bond d'un siècle, et là, on voit que finalement, la ville ne s'est pas développée tant que ça. On a néanmoins les premières extensions qui sont structurées par les chaussées, en fait, les chaussées qui permettaient de structurer le territoire d'une ville à l'autre. On a déjà le chemin de fer, en fait, à cette époque-là, la première ligne est-ouest qui allait de Manage à Cour-Saint-Étienne. On fait un bond, on arrive dans les années 70. Là, on voit vraiment, d'abord, il y a la deuxième ligne de chemin de fer, un nord-sud qui nous permet d'aller de faire Charleroi-Bruxelles. Et puis, on a d'autres évolutions très fortes. Il y a l'autoroute, il y a les premières extensions urbaines qu'on voit déjà bien apparaître, le zoning sud que vous voyez déjà bel et bien esquissé. Et puis, il y a aussi le circuit qu'on voit sur la partie nord. Et puis, rappelons-nous, mais j'y reviendrai juste après, qu'on est en 1970, on a déjà eu tous les plans de reconstruction du centre de Nivelles suite à la guerre 40-45. Je fais à nouveau un bond, on est là dans les années 90 et on voit que les extensions urbaines se sont déjà bien grignoté le territoire. On voit aussi le tracé très net du contournement sud, que vous connaissez bien entendu, et l'extension du zoning qui est là et qui continue encore son histoire. Son histoire, elle continue. Je fais encore un bond d'une vingtaine d'années. Elle continue encore, cette extension. Et puis, on voit aussi l'extension nord, avec notamment Bollers et toute la transformation du circuit. Et puis, nous voilà, grosso modo, aujourd'hui, avec cette évolution qui continue encore. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de se dire que l'évolution du territoire, elle est guidée par des grands éléments. Première chose, c'est les sauts technologiques. Ça, c'est assez fondamental. C'est chaque fois qu'il y a un saut technologique important dans l'histoire qui nous amène à voir des grands développements du territoire. Donc, c'est le chemin de fer, c'est l'industrie, et on l'a déjà bien montré, c'est aussi les autoroutes. Et donc, ce qui va aussi changer fondamentalement le territoire, c'est les logiques de localisation liées à ces grands sauts technologiques qui vont être différentes. Et la notion d'accessibilité, et on le vit tous au quotidien, en tous les cas dans nos choix résidentiels, dans les choix de nos activités, c'est la question d'accessibilité qui devient fondamentale. Et on est aussi, chaque fois, quand on a des sauts technologiques, on est toujours dans une logique de croissance, en tous les cas jusqu'à aujourd'hui. Le petit graphique que vous voyez là sur votre gauche, c'est l'évolution de la population. La trace bleue, c'est l'évolution de la population en région wallonne. La trace jaune-verte au-dessus, c'est l'évolution de la population dans le Brabant wallon. Vous voyez que c'est une évolution qui est vachement plus positive, plus forte qu'au niveau de la région wallonne. Et puis l'entre-deux, en orange, c'est Nivelles, qui jusque dans les années 2007-2008 a grosso modo suivi la logique de la région wallonne, enfin la cour de la région wallonne, puis à un moment donné, avec le développement de grands projets, on voit que les choses sautent. Ok, reprenons maintenant cette période qui est quand même clé, la période des années 70 et des années 90, donc ces deux décennies-là. On voit que les cartes sont assez explicites, on voit vraiment l'urbanisation qui a augmenté très très fort dans cette période-là. Il y a des éléments, des avancées technologiques fondamentales par rapport à ça. C'est évidemment l'avènement de la voiture, du déplacement individuel. Et donc, on voit une accélération de l'urbanisation. Lié à ça, on fait tout un changement des modes d'habiter, des modes de travailler, avec une distanciation entre j'habite, je travaille. On peut se permettre en fait d'avoir des distances beaucoup plus importantes. Et donc, ça va engendrer toute une recomposition des territoires, des manières d'habiter, des manières de se déplacer, des manières finalement d'envisager le lieu où on habite et comment on l'envisage. Alors,
tout ça, cette période-là qui a été très foisonnante au niveau de l'urbanisation, a invité les autorités, les urbanistes qui naissaient de plus en plus, en tous les cas toute la sphère autour de l'urbanisme, à vraiment se pencher sur cette question et à un moment donné légiférer par rapport à ça. La première loi, donc, ce qu'on appelle la loi organique de l'aménagement du territoire, c'est en 1962. Rappelons-nous qu'il y avait déjà des premiers plans pour gérer l'urbanisation, c'était les plans de la reconstruction juste après-guerre, mais on était là dans des logiques d'urgence de reconstruction. Et puis, il y a cette loi organique. Donc, on se dit, on fixe une loi pour dire comment on va développer notre territoire parce qu'on voit que les choses s'accélèrent et qu'il faut organiser ça. Première loi, 62. Et puis, alors, les choses se réfléchissent parce que vous imaginez bien que ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Les années 70, on met les choses en place et puis on crée ce qu'on appelle les plans de secteur et qui vont être adoptés dans les années 80. Ce qui est important de retenir, c'est que dans cette période-là, c'était les 30 glorieuses, c'est que les plans de secteur, ils ont été faits dans une logique de croissance. On était vraiment dans les belles années où finalement, et on le voit avec l'urbanisation, on pouvait vraiment imaginer une croissance presque infinie. On était dans ce mood-là. Et on était aussi dans le mood du fait que le territoire était avec des ressources illimitées. Donc il n'y avait pas de limite à tout ça. Voilà le plan de secteur de Nivelles, que certains sans doute connaissent. Alors il y a un principe très simple dans le plan de secteur, c'est qu'il y a d'une part les zones urbanisables, d'autre part les zones non urbanisables. Et puis il y a des réserves. Les zones urbanisables, grosso modo, c'est là où on va pouvoir construire. Les non urbanisables, c'est là où on ne peut pas construire, où on préserve la nature. En gros traits, c'est ça. Le fait d'avoir fixé ça, évidemment, c'est assez essentiel pour le territoire, parce que si je dis sur un terrain, je vais pouvoir construire, évidemment, je lui attribue de facto une valeur financière. Si je dis on ne peut pas construire, de facto, je lui attribue aussi une valeur financière, mais beaucoup moins importante. Et aujourd'hui, ce phénomène-là, que j'énonce d'une manière un peu simpliste, mais c'est néanmoins celui-là qui est là, constitue un cadenas, en fait. En tous les cas, constitue une difficulté majeure pour régler l'évolution de l'urbanisation encore aujourd'hui. Alors, ce qui est assez important aussi d'avoir en tête pour notre territoire, là je dézoome vraiment à l'échelle du Brabant wallon, ça c'est toutes les tâches que vous voyez, c'est tous les permis de lotir. Donc c'est toutes les zones où on a divisé le terrain sur notre territoire. Vous voyez qu'il y a une densité très forte sur l'écran, là. C'est toutes les zones, Waterloo, Rixensart, La Hulpe, etc. En fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que ces zones appartenaient... Enfin, il y avait des grandes propriétés foncières. Et le fait d'avoir fait cet exercice de définir des zones urbanisables, des zones non urbanisables, en fait, a amené ces grandes propriétés foncières à être divisées. Forcément, on avait des grands propriétaires qui pouvaient avoir une maîtrise, qui avaient une maîtrise sur de grandes zones du territoire, et donc ces zones ont été loties. Ceci explique notamment pourquoi, dans ces zones-là de notre territoire, qui sont quand même très marquées, avec ce genre de choses, ce genre d'urbanisation, s'explique de cette façon-là, parce qu'on avait donc des grandes propriétés foncières. Autre élément des plans de secteur, c'est pratiquement inexistant sur Nivelles. C'est donc un plan d'une autre zone. C'est que les plans de secteur ont amené des extensions linéaires. Donc là où vous voyez ce qui est dessiné en rouge, c'est là où on va pouvoir bâtir. Et en fait, le plan de secteur a amené, et vous voyez ça quand vous vous baladez, les villages se touchent maintenant parce qu'on a urbanisé d'une manière linéaire d'un village à l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on hérite aujourd'hui du plan de secteur, ces continuums bâtis. Et donc cette croissance, donc je vous parlais de ces périodes clés, la décennie 80 et 90, les choses évidemment ont évolué. Et par exemple, 2-3 chiffres clés que j'aime toujours bien rappeler. Dans le Brabant wallon, sur la période 2010-2020, on a artificialisé, terme un peu barbare, on a urbanisé 112 hectares par an dans le Brabant wallon, 112 terrains de foot. À Nivelles, on a fait une moyenne de 4 hectares par an. Sur cette période-là, la région wallonne, je vous laisse le chiffre, il est presque affolant. Et donc, cette logique de croissance, elle est encore bien là. Sauf que depuis les années 80, il y a quand même pas mal d'études qui se multiplient, qui sont un peu des lanceurs d'alerte finalement pour dire que en fait, cette urbanisation-là n'est pas tenable sur le long terme.
il y a un coût à la collectivité qui est important, il y a un mitage, donc une banalisation du paysage et j'irais presque à dire jusqu'à une destruction des paysages dans beaucoup d'endroits. On se rend compte aussi que les ressources, elles ne sont pas infinies. Hein, la Terre, elle a une limite. Les enjeux climatiques sont de plus en plus présents. Les inondations ont quand même sonné comme un gros signal d'alarme par rapport à cette urbanisation qui n'est plus tenable. Et donc réduire l'étalement urbain, réduire cette consommation excessive des terres est devenu une nécessité absolue. Et donc il faut changer de paradigme. Et on en est là aujourd'hui. En 2024, donc il y a quelques mois, le gouvernement wallon a adopté ce qu'on appelle le schéma de développement du territoire, le SDT. Peut-être que certains ont participé à l'enquête publique. Il y a plusieurs éléments dans ce document-là, évidemment, mais son fondement, c'est bien travailler sur cette réduction de l'étalement urbain pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Avec 2 éléments clés, réduire l'artificialisation, donc ça veut dire arrêter de grignoter sur les terres agricoles, sur les terres naturelles, et recentrer l'urbanisation là où on a du transport en commun, là où on a des services, là où on a de l'espace public, là où on a des cinémas et des centres culturels. Alors, à Nivelles, en fait, bon, je ne rentre pas dans le détail de ce tableau qui peut être un peu barbare, mais ce tableau, il veut juste dire que l'Europe nous impose d'arriver à zéro, en 2050, de dire on n'urbanise plus de nouvelles terres. Et pour ça, l'exercice qui est en train de se faire, qui démarre maintenant, c'est de définir la trajectoire. Comment va-t-on aller? Comment va-t-on atteindre ça? Donc c'est ce travail-là qui est fait maintenant par les communes ou qui est entamé en tous les cas. Ici, à Nivelles, en fait, l'urbanisation des dernières années montre des signes tout à fait positifs, puisque la courbe mauve que vous voyez et l'évolution, la tendance, en fait, à Nivelles, c'est effectivement qu'on urbanise moins, on ne grignote moins de terre. En tous les cas, l'évolution est tout à fait positive par rapport à ça. Néanmoins, il reste encore beaucoup de terre à bâtir à Nivelles, hein. L'autre élément qui est la question du recentrage, finalement Nivelles, et je peux vous dire qu'il y a d'autres schémas qui sont quand même beaucoup plus inquiétants, on est déjà en fait dans une logique, parce que votre plan de secteur en fait est assez porteur, on est déjà dans une logique de recentrement. Il faut la poursuivre en fait, mais on est déjà dans quelque chose d'assez positif. Donc en fait, finalement, à Nivelles, l'exercice sera sans doute moins difficile qu'ailleurs. Ce qui est important là-dedans, au-delà des schémas que je viens de vous montrer, c'est que dans ce changement de paradigme, en fait, on passe d'une urbanisation d'extension, se dire que le développement passe par l'extension, on va de plus en plus loin, vers un urbanisme de régénération. C'est-à-dire qu'on va s'occuper surtout de ce qui existe aujourd'hui. On va travailler sur ce qui existe aujourd'hui. Et mes 2 compères qui parleront après moi vont vous montrer de beaux exemples sur justement cette façon de travailler sur l'existant. Alors, n'oublions pas néanmoins qu'il y a un potentiel foncier. Donc, il y a des zones encore urbanisables et les chiffres sont parfois vraiment très importants. Et puis, il y a aussi tout un potentiel sur ce qui existe aujourd'hui. Il y a un exercice qui a été fait par la conférence permanente du développement territorial pour essayer de chiffrer sur les bâtiments qui existent aujourd'hui sur un territoire, combien de logements va-t-on pouvoir créer de différentes façons. Ici, à Nivelles, l'exercice qui reste complètement théorique, hein, on est bien d'accord, mais les hypothèses sont loin d'être ridicules. Et en fait, on pourrait, sur Nivelles, déjà créer presque 2000 logements de cette façon-là. Or, les perspectives démographiques nous annoncent, c'est des chiffres à prendre toujours avec une certaine prudence, évidemment, mais les perspectives démographiques nous annoncent que, grosso modo, il faudra 3000 logements d'ici 2050. Donc ça veut dire que, grosso modo, on pourrait presque avoir 2/3 de la demande de logement qui peut être assouvie avec le bâti existant. Donc ça, je trouve que c'est quand même, au-delà des chiffres, j'ai envie de dire que les chiffres, je m'en fous. Ce qui est surtout important, c'est de se dire qu'il y a un potentiel dans le bâti existant qui est complètement qui passe sous les radars, en fait. Et qui est, je pense, grand temps de vraiment... il faut vraiment travailler sur ces dimensions-là. Donc, c'est vraiment l'importance du déjà là.
travailler sur ce qui est déjà là. Le déjà là, alors il y a différentes façons de se positionner par rapport à ça. Première chose, le premier réflexe, c'est de dire on va protéger. Et effectivement, il y a plein d'endroits, il y a plein de lieux, il y a plein de patrimoine industriel où on va être dans une logique de protection. Il y a aussi d'autres logiques pour travailler le déjà là. C'est donc l'existence, c'est consolider ce qui existe. Troisième logique, ça va être davantage dans une restructuration des quartiers, des bâtiments. Trois logiques qui, évidemment, peuvent se compléter. Alors, le déjà là, c'est évidemment notre patrimoine. Quand on parle du patrimoine industriel, et vous aurez compris que j'ai élargi très fort la notion de patrimoine à notre héritage, en fait, le parc bâti qui est notre héritage. C'est le parc bâti, oui, mais c'est aussi le foncier. Le patrimoine, il est foncier et il est immobilier. Ça, c'est un plan du territoire qu'on va explorer juste après. Alors, ce patrimoine foncier, il peut être artificialisé, donc ça veut dire qu'il a déjà été utilisé par une urbanisation. Ça peut être aussi les dents creuses. Ça fait partie de notre patrimoine. Pardon, je vais trop vite. Ce patrimoine immobilier, quand je vous disais les presque 2000 logements qu'on pourrait créer sur le territoire de Nivelles, c'est les 5 modes qui ont été utilisés. Soit je construis sur un terrain qui est déjà construit, je fais un deuxième bâtiment sur ma parcelle pour faire court. Soit je peux aussi travailler sur une extension horizontale. J'agrandis mon bâtiment en long, je l'agrandis en hauteur, je mets un étage en plus. Soit je passe par une démolition-reconstruction lorsque ça s'avère nécessaire, ou on peut aussi travailler sur des divisions de logements. Donc voilà, ça c'est différentes méthodes, 5 grands modes pour travailler sur ce bâti existant et donc valoriser ce patrimoine. Alors, agir sur l'existence, c'est agir sur nos patrimoines. Et donc, c'est nos patrimoines. 3 extraits ici à Nivelles. Et donc, pour vous dire que c'est logique de la manière de réinvestir les tissus existants, le bâti existant, ça doit se questionner sur tous les types d'urbanisation qu'on peut retrouver. Ici, 3 lieux, un près de la gare, un autre type d'urbanisation assez hétéroclite finalement, mais où il y a énormément de projets qui peuvent aussi s'inventer, enfin qui devront de toute façon s'inventer sur des territoires comme ça. Et puis le bâtiment que je suis sûre vous reconnaissez, parce que Stéphanie l'a bien expliqué. Voilà, donc penser son territoire, valoriser son patrimoine industriel, bien sûr, c'est le cœur du propos. Je l'élargis, c'est le patrimoine ordinaire d'une manière générale, c'est le patrimoine moderne aussi. On a quand même de très beaux exemples à Nivelles notamment. Alors, faire tout ça, c'est parfois réparer, c'est souvent redécouvrir des choses. Je suis certaine que vous leverez les yeux en sortant d'ici, en vous promenant ce week-end à Nivelles et ailleurs avec ce regard-là. Et en tous les cas, c'est toujours réinventer de nouvelles façons de vivre dans nos centres, dans nos territoires. Voilà, je suis sûre que j'ai été trop longue, donc je te passe la parole, Chantal, pour la suite. Merci pour votre écoute. Tac. On va te remettre au début. Ça sera... ouais. Bien te mettre ici pour... Oui, merci. Bonsoir. Bon, après cet exposé magistral, ça me met un peu la pression. Donc, à la question qui m'a été posée, quel est mon regard sur les enjeux de la réhabilitation des sites industriels ? Je dois dire que de prime abord, je n'aurais pas choisi de parler des sites industriels de Nivelles. Il faut savoir que je viens de Charleroi et que j'ai travaillé sur des sites anciens, des sites de charbonnage et des aciéries qui présentent des grandes cathédrales d'acier, des cheminées en maçonnerie, des terris et autres. Donc toutes les caractéristiques et l'archétype des paysages industriels qui sont souvent plus motivants ou plus séduisants, je dirais, aujourd'hui. Mais bon, voilà, les sites industriels de Nivelles, c'est autre chose. Et ceux sur lesquels j'ai travaillé à Nivelles, en tout cas, j'irai voir volontiers l'exposition avec l'ensemble des sites industriels parce que je ne connaissais pas tous les sites proposés. Mais donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur deux sites industriels sur Nivelles. Et
sur l'un comme sur l'autre, il n'y a plus, ou pratiquement plus, de patrimoine bâti. Et donc, effectivement, il faut qu'on ouvre la question du patrimoine à autre chose que le patrimoine bâti. C'est un patrimoine territorial, on va parler. Et donc, qu'est-ce que ces patrimoines-là, ces sites-là peuvent nous offrir aujourd'hui et peuvent offrir à la ville? Quel rôle est-ce qu'ils peuvent jouer? Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, le premier rôle, c'est qui laisse une opportunité de repenser la ville pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Alors, Bénédicte a beaucoup parlé de l'évolution du territoire. Donc, de l'évolution du territoire et aussi de l'évolution des modes de vie, de la société, des attentes des gens et de leur mode de vie. Et bon, je parle des questions de mobilité, des questions d'environnement, des questions de cadre de vie. Les gens n'attendent plus la même chose qu'autrefois, de même pour le travail. Et donc, il faut se saisir de cette opportunité qui est donnée par ces sites qui sont laissés vacants. Moi, je répondrais que c'est les questions actuelles. En fait, elles sont posées différemment suivant les acteurs. Évidemment que le propriétaire du site, il va réfléchir sur l'avenir de son site en termes de valorisation de son site et de valeur économique. Mais les anciens usagers, les anciens travailleurs, les habitants de proximité, ils vont plutôt souhaiter maintenir un patrimoine bâti parce que souvent ça c'est l'image et la symbolique du lieu, mais il y a d'autres types de patrimoine aussi, des sentiers qui ont été créés, des relations de voisinage et autres. C'est celles-là qui sont importantes souvent pour les anciens usagers et les habitants. Il y a aussi évidemment la question environnementale qui se pose parce que dans ces sites, il y a eu une imperméabilisation des sols et donc une modification de la gestion de l'eau. Il y a eu des questions de pollution de sol. Donc ce sont tous des éléments qui ont une influence sur le vivant et le non-vivant, auxquels donc il faut porter attention. Et puis alors il y a la question urbanistique qui est effectivement cette question de voir comment ces sites peuvent participer à l'installation d'un bien commun et pas donc uniquement d'une valorisation économique pour le propriétaire. Donc dans quelle mesure on trouve un équilibre? Alors ces questions, je crois qu'elles se posent quelle que soit la période. Aujourd'hui, elles se posaient déjà hier, mais par contre les réponses sont différentes évidemment parce que les modes de vie ont changé, les attentes des gens ont changé. Je ne sais pas, je touche à quelque chose. C'est mon papier qui est particulièrement fragile. Pardon. Donc on m'a demandé de parler du site de Val-de-Thine, mais donc je voudrais quand même dire 2 mots de l'autre site sur lequel j'ai travaillé il y a 35 ans. C'était le site de la Brugeoise et Nivelles, dont vous voyez, que vous voyez à l'écran. Voilà, c'est la première implantation du site de la Brugeoise et Nivelles. Donc c'est le site de la galvanisation en 1860. Donc après la création du chemin de fer, c'était les ateliers de réparation des trains. Pour changer. Et puis après, donc, il y a eu son développement. On retrouve tout au bout, là, la trace du bâtiment de la galvanisation. Donc, le site de la galvanisation n'apparaît pas sur cette image. Et puis après, donc, ça s'est développé avec ce territoire qui fait 20 hectares, avec plus de 10 hectares de bâtiments. Quand ils ont arrêté l'exploitation il y a 35 ans, donc en 1988 ou 89, enfin, dans ces années-là, évidemment, le propriétaire, sa première question était de dire qu'est-ce que je peux faire pour le valoriser, qu'est-ce que je fais de ce site et qu'est-ce qu'on peut en faire après. Et donc, on a été... cette question nous a été posée à l'époque. Et donc, on s'est posé en fait les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore apporter? Et à l'époque, la réponse était
on ne peut pas faire grand-chose parce que ce sont tous des bâtiments structuraciers d'une dimension tellement grande qu'on ne voyait pas très bien quelle nouvelle affectation on pouvait leur donner. Et donc la décision a été prise de démolir l'ensemble du site. On a quand même eu l'opportunité de pouvoir faire quelque chose qu'on commence à faire maintenant de manière systématique, mais avant démolition, on a fait un inventaire des démolitions, donc un relevé systématique de tous les matériaux qui sont sur le site, les kilos d'acier, les kilomètres de cuivre, les quantités de béton et autres. Et lors de la démolition, l'entrepreneur a dû racheter le matériel, et donc c'était un premier projet de circularité, on va dire, puisque la démolition a rapporté de l'argent aux propriétaires. À l'époque, il y avait beaucoup d'acier, beaucoup de cuivre, et les taux de revente étaient très élevés, donc ils ont fait une très bonne affaire. Enfin, c'est un peu parallèle au sujet d'aujourd'hui, mais par contre, on avait quand même décidé de garder ce bâtiment-ci de la galvanisation, parce que c'était un bâtiment en maçonnerie, avec des dimensions qui permettaient de se réinscrire dans les attentes des années 80 pour en refaire soit du bureau, soit du logement ou des choses comme ça. Mais malheureusement, pendant le chantier de démolition, il y a eu un incendie qui a emporté complètement le bâtiment. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace bâtie sur ce site. Je voulais parler de ce site parce que finalement, donc aujourd'hui, donc aujourd'hui, le site a été divisé en deux parties. Il y a le site qu'on a vu donc qui se trouve tout à fait au nord. Voilà. Je vais pouvoir. Ah oui, je l'ai ici, mais je ne l'ai pas encore là. Non. Souris. Ah, il veut pas en plus. Donc je vais continuer sans image. Donc le site principal, donc qui se trouve au nord du chemin de fer, est aujourd'hui donc toujours en friche. Donc, après la démolition, on a fait un plan de réaffectation pour acter les possibilités de modification du plan de secteur, donc pour pouvoir y installer autre chose que de l'industrie. Il y a eu donc une sorte de master plan sur l'ensemble du site et avec une proposition de construire un nouveau quartier sur ce site. C'était intéressant de voir les courbes que Bénédicte a montrées sur dans ces années-là. En Brabant wallon, on construisait énormément. Donc, ce sont les images que Bénédicte a montrées où on voyait sur Waterloo, Rixensart, etc. Donc, la première couronne autour de Bruxelles se densifiait énormément. Et Nivelles était en seconde couronne. Donc, elle était elle ne profitait pas encore de ce développement. Et le propriétaire du terrain a dit ça va arriver à Nivelles, il faut qu'on fasse un grand projet immobilier. Et donc, en 2000-2002, il avait donc cette intention de créer un grand quartier. Et ce projet n'a jamais vu le jour parce que cette pression immobilière n'est pas arrivée à ce moment-là. Et donc, ce qui a permis de laisser ce site en friche, donc qu'il est encore toujours complètement vacant. Et finalement, aujourd'hui, il est là comme une opportunité pour répondre aux nouveaux enjeux aujourd'hui. Est-ce que ça doit encore être un quartier résidentiel ou est-ce que une partie de ce site ne peut pas répondre aux questions qui se posent aujourd'hui de la nature en ville, de l'économie de proximité, de l'économie urbaine, tous les enjeux qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc, quelque part,
je trouve que je suis particulièrement sensible au fait que ce site est là, et la trace qui reste de son occupation passée, mais en fait c'est ce grand plateau, puisque pour l'installation de l'industrie, on a dû modifier fortement le relief. Hein. Donc ceux qui connaissent le site, il y a un mur de soutènement assez important ici. On va dire que c'est la dernière trace bâtie du site. Et puis après, il y a des talus ici qui ont repoussé le relief pour créer un énorme plateau à cet endroit-ci. L'autre partie du site, le site de la galvanisation qu'on voit ici, donc à l'époque a subi le même processus avec un master plan en 2000. En 2000, comme il se trouve effectivement très proche du centre-ville, il a un intérêt plus stratégique dans le développement de la ville. Et donc, à l'initiative du propriétaire, mais en concertation avec la ville, il y a eu un RUE qui a été... Donc, RUE, c'était Rapport urbanistique et environnemental. Ça a beaucoup changé de nom, mais finalement, c'est un plan comme ça, schématique, qui expliquait un peu comment la ville voyait le développement de cet endroit-là, où on allait construire, créer des transversalités, des liens, créer un axe nord-sud, profiter du Ravel, etc. Enfin, et donc, ce site-là, aujourd'hui, donc maintenant, il est bâti. Je n'ai pas été voir sur place encore, mais c'est la promotion. Il est en cours de construction et c'est ce qui va se faire. Je ne sais pas si ça répond exactement aux ambitions du plan général, mais je trouvais intéressant de passer par cet exemple-là parce que ça montre que les sites industriels, ce n'est pas comme le patrimoine bâti. Le patrimoine bâti, en général, on lui trouve une nouvelle affectation, on le transforme et il est là. Et alors que les sites industriels, ce sont des processus longs qui s'inscrivent dans les opportunités. On peut faire des projections, on peut imaginer ce qu'on va ça et là, et puis les circonstances du marché, les circonstances autres ou politiques ou autres font que ce qui a été prévu ne suit pas ce chemin-là, se dévie, se réadapte. Et c'est quelque part une qualité, ou en tout cas c'est une spécificité des sites industriels comparés au patrimoine bâti industriel. Donc là, je vous ai parlé donc, du site de la Brugeoise et Nivelles, et on voit que, comme l'a expliqué Bénédicte, effectivement, donc ce site s'est installé le long du chemin de fer, évidemment, surtout que c'était la construction ferroviaire, donc c'était assez évident. Et on se trouve aujourd'hui donc avec le site Val de Tignes, ici, donc les anciennes papeteries qui se trouvent ici, et on voit tout de suite que c'est un peu le même processus. Comme pour la Brugeoise et Nivelles, le début d'activité date du début de l'ère industrielle, donc 1880, si je me trompe, enfin dans ces années-là. Et puis petit à petit, l'activité s'est étendue. On a aussi repoussé les talus pour créer un grand plateau et pour installer petit à petit toutes les activités de cette papeterie. Et ça nous a laissé aujourd'hui, enfin, non pas aujourd'hui, il y a 3-4 ans, donc on avait ce site avec donc la même chose, des grands entrepôts, et la spécificité de la Brugeoise Nouvelle comme de ce site-là, ce sont des sites qui se sont complètement fermés sur eux-mêmes, donc qui sont inaccessibles en fait, et qui forment, suite à l'expansion de la ville et aux constructions autour, donc des sortes de clous comme ça dans le tissu urbain. Ici, moi, j'ai pas suivi le processus de réaffectation. Je ne sais pas comment le travail avec le propriétaire de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Je ne sais pas.
pardon, je ne sais pas s'ils se sont posé la question de savoir s'il n'y avait pas quand même un certain intérêt à garder de l'activité économique à cet endroit-là. C'est vrai que ces projets sont arrivés dans une période où on était encore dans l'optique du plan de secteur, c'est-à-dire une répartition des activités par zonage, et que donc je ne pense pas qu'on ait pensé qu'il y avait peut-être une opportunité de faire de l'entreprise urbaine, par exemple, ou d'autres activités. Finalement, donc, ce qui a été décidé, comme pour la Brugeoise-Nivelle, c'est de tout abattre, sauf de maintenir donc, 2 bâtiments que vous avez déjà beaucoup vus, que moi j'ai sous cette forme-là, parce que effectivement, ce type de bâtiment peut assez facilement retrouver des nouvelles affectations autres que de l'économique ou de l'industrie, et en même temps, ça reste un signal et voilà, une petite étincelle du passé qui traverse le projet. Mais c'est assez succinct en fait. Je ne sais plus où j'en étais, ce que je voulais vous raconter. Oui, mais donc on a démoli, oui, donc la démolition vient 35 ans après la Brugeoise-Nivelle, mais finalement suit le même processus. Oui, donc l'héritage, ce sont... Ah oui, c'est vrai que c'est une particularité, pardon, je me suis perdue. Donc il y a l'héritage du patrimoine bâti qui sont ces deux bâtiments, mais il y a aussi donc l'héritage naturel ici qui est beaucoup plus présent que sur la Brugeoise-Nivelle, parce qu'il y a le passage de la Thine, donc la présence de l'eau, il y a des zones boisées qui ont été conservées, il y a l'étang, donc le terrain fait l'objet d'un chantier de dépollution ciblé, et donc il y a, au-delà du patrimoine bâti, il y a aussi une intention de garder des traces du patrimoine naturel qui est issu de l'activité industrielle, en fait. Parce qu'il y a une faune et une flore qui est particulière aussi, due aussi aux pollutions existantes et des choses de ce type-là. Donc ça, c'est l'héritage qu'on a eu. Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire d'un point de vue urbanistique ? Donc, quelles opportunités nous offre ce site-là pour réfléchir à ça ? Donc ici, c'est un extrait du USDT. On voit en pointillé rouge, c'est ce qui est considéré comme la zone... comment ça s'appelle ? La centralité de Nivelles, merci. Donc on voit que les deux sites font partie de cette centralité de Nivelles, quoique le site de la Brugeoise-Nivelle, comme je le disais, il y a une petite partie qui est hors périmètre et qui est plutôt rattachée avec les plateaux agricoles. Pour voir un peu quelles opportunités offrent ces sites, il faut un peu comprendre comment fonctionne la ville de Nivelles. Alors, ce sont des schémas très caricaturaux. Bon, ça permet quand même de comprendre. Donc, l'opportunité de ces sites, c'est de répondre aux enjeux actuels de la ville de Nivelles. Et la ville, aujourd'hui, elle se compose de la manière suivante. Donc, on a un centre-ville ancien qui est ici, qui sont encore les anciens boulevards, et qui sont, donc c'est un centre assez dynamique, assez dense, mais sa superficie est très réduite, et on voit bien qu'il est un peu coincé dans ses limites, il a du mal à sortir. Et puis après, dans les développements tels que l'a expliqué Bénédicte, on a eu la construction de toute une série de nouveaux, enfin il y en a qui sont déjà plus anciens, mais de nouveaux quartiers, et on constate quand on analyse un peu plus près que ces quartiers de première couronne, ils sont caractérisés par, enfin, ils sont fort fermés sur eux-mêmes, donc il y a très peu de possibilités de passer d'un quartier à l'autre. On est toujours obligé de retourner au centre-ville et repartir. C'est un plan en étoile comme ça. Donc ce qui est intéressant pour
pour faire vivre le centre-ville, mais en même temps qui augmente les difficultés de concentration qu'il y a là. L'autre caractéristique qui nous a frappé aussi, c'est que ces quartiers, ils ont très peu d'espace public. On a fait le compte, il n'y a pas beaucoup de lieux qui s'appellent places à Nivelles. Je crois que le quartier ici a une place, ici a une place, mais à part ça, on trouve pratiquement pas de place, pratiquement pas de lieu de rencontre, si ce n'est alors des équipements, des services, quoi. Autour de l'école, par exemple, à la sortie de l'école, on se retrouve, mais sinon, il y a très peu d'espace public. Et donc, c'est assez typique des développements résidentiels portés par un promoteur qui a un terrain, qui le divise, et puis il n'est pas trop préoccupé, lui, par le bien commun, je vais dire, les équipements et autres. Et donc, c'est... Voilà, très bien. Oui. L'autre caractéristique aussi, c'est qu'il y a très peu d'espace vert dans Nivelles. Alors, il y a un grand espace vert qui est le parc de la Dodène. Après, il y a d'autres espaces verts importants comme le parc ici, ou je ne sais plus, il y en a encore un autre. Mais ce sont des domaines privés, on n'a pas accès. Et puis après, tout le reste, ce sont les jardins privatifs, mais il n'y a pas d'espace. Et maintenant, il y a quand même un nouvel espace dans le nouveau quartier du Petit Bollers, effectivement. Mais il y a ça, et il y a aussi très peu de contact avec la campagne. La ville, elle se ferme sur elle-même quelque part, et puis il y a les plateaux agricoles autour. Et alors, comme l'a expliqué Bénédicte, effectivement, donc quand on a passé cette première couronne résidentielle, et pratiquement exclusivement résidentielle, et de services et d'équipements, parce que Nivelles est très bien loti en termes de services. Il n'y a pas d'activité économique ou de petits ateliers ou des choses comme ça, ou très peu. Et tout ceci se retrouve donc dans le zoning industriel ici, dans le zoning économique ici, ou dans le zoning commercial, qui sont venus s'installer effectivement donc sur le nouvel axe de transport du siècle passé, enfin donc les autoroutes. Et après, donc, on a le plateau agricole. C'est une particularité que Bénédicte a soulevée aussi, que Nivelles, contrairement à beaucoup d'autres villes, est très concentrée, en fait. Donc, c'est un atout. Elle ne fait pas partie de cette ville diffuse qui caractérise toutes les autres villes de Brabant-Wallon. Et donc, en faisant ce constat-là, on s'est dit, bon, qu'est-ce que notre site peut apporter ? Alors, si je reviens sur le site, il peut renforcer le centre-ville et de proposer un développement qui soit une structure urbaine avec un pôle secondaire. Il peut, parce qu'il est très proche du centre-ville, très proche de la gare, il est longé par le Ravel. Il peut aussi re-questionner cette prédominance de voitures et des aménagements autoroutiers qui font qu'aujourd'hui, quand on entre, même si on a déjà traversé, longé le zoning économique et tout ça, on entre en ville vraiment, je vais dire, au mieux, au rond-point de la rue des Déportés, où là, on commence à retrouver un tissu urbain continu qui vient, enfin, des rues qui sont construites par du logement. Mais ici, on n'est pas encore en ville, alors que quand on regarde le plan général, on est la ville, elle vient beaucoup plus. Donc, c'est un site qui peut nous aider pour créer une entrée de ville. Re-questionner les mobilités, donc ça je l'ai déjà dit. Donc pour l'instant, comme je l'expliquais, tout doit entrer par la
par la route, la chaussée de Bruxelles qui se trouve ici, et tout passe par là, et les quartiers se rejettent sur la chaussée de Bruxelles et entrent ici. Et donc, de voir dans quelle mesure on peut essayer de diversifier les parcours pour qu'ils servent de lien entre les différents quartiers. Et puis alors, aussi, il y a la présence de la Tine et la proximité du plateau agricole qui permet aussi de répondre un peu à cette question de nature en ville, de contact possible en termes de loisirs et de relations entre la périphérie directe et le centre de Nivelles. Donc ça, ce sont les enjeux en fait qui ont été identifiés dans le cadre de l'analyse du projet. Et est-ce que ça passe? Il veut pas, il veut plus descendre maintenant. C'était un 1er avril. Hein. Il fait ça. Voilà. Ah oui, ben ça reprend un peu ce que je viens de dire. Donc l'opportunité de structurer une entrée de ville pour en faire un morceau de ville et pas un quartier résidentiel, pas une nouvelle poche qui vient compléter les autres poches, mais avec une structure urbaine et aussi dans les affectations, dans la mixité des fonctions, etc. La restauration environnementale, oui, donc de travailler avec la Tine qui est présente, la proximité des aménités paysagères, etc. Et stimuler les mobilités décarbonées parce qu'on a de l'espace. En fait, les rues de Nivelles, pour l'instant, elles sont extrêmement étroites puisqu'elles datent du Moyen-Âge. Et donc, c'est difficile sur ces emprises-là de favoriser le vélo, par exemple, même la marche à pied. Souvent, les trottoirs sont très petits. Donc, ça n'incite pas les gens à diversifier leur mode de mobilité. Et donc, si on travaille sur un nouveau territoire, il y a des opportunités à saisir à ce niveau-là. Et donc, dans le cadre du schéma directeur de Val-de-Tine, en fait, c'est d'abord une ZEC. Donc, c'est une zone à enjeux communaux. Ce n'est pas vraiment un master plan. C'est un plan qui donne les grandes orientations pour le développement, mais qui ne décide pas exactement où s'implantent les bâtiments et autres. Donc, on a repris ici les enjeux dont je viens de vous parler. Il y a une opportunité pour non. Je dois porter la poisse sur l'électronique. Voilà. De retravailler l'entrée et de transformer cet axe autoroutier en un boulevard urbain. Ça veut dire un boulevard, ça veut dire que les voitures peuvent encore circuler de manière confortable et autres, mais qu'on peut aussi y trouver d'autres mobilités et leur donner une vraie place, et qu'on peut aussi trouver des activités qui donnent sur ce boulevard. Pour l'instant, on doit entrer dans le quartier et toutes les habitations tournent le dos à la nationale. De même pour le zoning économique, on n'a pas d'accès direct. Donc, ceci incite à la vitesse, alors que de la gare à ici, on a peut-être 1 kilomètre. Donc, cette zone-ci, normalement, devrait être accessible en vélo à partir de la gare. On pourrait faire de la transmodalité. Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là. Alors, notre idée est de prolonger, de supprimer tout ce qui est autoroutier ici et de faire un boulevard urbain qui mène à une place centrale qui elle-même permet de relier vers les autres quartiers ou vers le centre. Et sur cet axe structurant, de retrouver des quartiers, donc des quartiers urbains qui existent déjà ici, qui pourraient continuer à se développer autour de la place où on va retrouver les équipements publics. Donc une demande de la ville pour une école et pour des terrains de sport, enfin un nouvel équipement sportif. Quelque part, ça n'aura peut-être pas la taille du parc de la Dodène, mais d'avoir un équivalent au nord avec un centre de loisirs et de sport. Voilà, pour rééquilibrer un peu
Et alors, l'autre axe, c'était s'appuyer donc sur la tine et sur le maillage vert créé par les talus, par les terrains de sport existants déjà ici au niveau de l'école des arts et métiers, du Ravel qui est présent ici. Donc ce sont tous des atouts qui nous permettent de donner une structure qui permet de dépasser le quartier en poche, donc de raccrocher les différents composants de la ville. Et alors au niveau de l'activité aussi, de ne pas en faire un quartier résidentiel pur, mais comme je l'ai dit, donc un tissu urbain où on retrouve les activités de proximité et de mixité qu'on trouve dans un tissu urbain, et le long du boulevard, de retrouver une possibilité d'installation d'économie urbaine, donc ce ne sont pas des grands entrepôts économiques, mais par exemple un centre de repas, titre-service avec le repassage et des choses comme ça, des choses qu'on aimerait bien trouver au centre-ville et qu'on ne trouve plus aujourd'hui, qu'on doit aller jusqu'ici, mais donc aller en voiture pour retrouver certains services. On peut trouver, je dis ça peut être un petit atelier de menuiserie, un centre d'impression, je ne sais pas, enfin tout ce qu'on peut appeler économie urbaine à cet endroit-là. Et donc, sur base de ces intentions-là, je passe rapidement, mais ce sont les schémas qui sont proposés dans le cadre de la ZEC, donc de la zone d'enjeux communaux, donc, et qui sont recentrés sur le territoire ici. On a la création du boulevard urbain, l'espace central et les connexions qui sont reprises. Différentes centralités. Donc une centralité importante ici parce qu'elle est un repère au niveau de l'entrée de ville, et des centralités secondaires qui sont créées ou existantes. Donc ça, c'est les arts et métiers qui se trouvent ici avec les terrains de sport. On a mis la prison comme centralité, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Et ici, la gare, évidemment. Alors, sur ce schéma des axes principaux vient se mettre le maillage vert, où on retrouve donc le tracé de la Tine avec les étangs qui viennent autour, la zone boisée qui est préservée là, qui est en partie polluée, mais qui permet d'installer en tout cas un écosystème et des promenades. Le développement de la Tine avec un espace vert et de loisirs qui permet aux gens, par exemple, d'aller faire un jogging et d'aller faire le tour et de sortir de la ville facilement en rattrapant le Ravel de ce côté-ci. Les potagers collectifs qui existent ici, les terrains de sport qui sont ici, et donc de mettre tout ça en relation pour créer un axe structurant de biodiversité et de loisirs. Et après, donc, dans les affectations, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc la question des quartiers de ville existants, donc du côté de la gare. Donc la ZEC prend un périmètre plus grand que Val-de-Tine, hein, pour voir comment ça se connecte. Les écoles, la nouvelle école, le centre sportif, en relation avec les espaces verts, la partie tissu urbain, donc des espaces construits, des rues qui sont construites par le bâti. Une partie ici plus dense, probablement des immeubles avec des rez-de-chaussée qui permettent d'installer de l'économique, puisqu'on est en entrée de ville, à proximité, enfin pas à proximité, mais en relation avec l'économique de ce côté-là. Et probablement un développement résidentiel ici qui serait plus de type écoquartier ou autre, puisqu'il se trouve un peu en arrière et en connexion directe avec les plateaux ici. Peut-être que pour voir quelque chose d'un peu plus... Après, on a fait un master plan sur une petite partie qui permet... Enfin, je ne sais pas si ça montre beaucoup plus, mais ça illustre un peu ce que je viens de dire, mais sur le site Val-de-Tine. Donc la création de la place qui vient croiser l'espace vert ici et qui met en relation jusqu'au pont de la rue des Déportés, donc une grande place rectangulaire ici, et qui en même temps est le parvis de l'école qui se trouve ici et se met en connexion avec les équipements sportifs qui vont s'installer ici, du logement qui vient ici le long d'une voirie locale, dans la continuité du petit quartier existant ici. Et ici, donc, des choses qui sont plus
du type de l'immeuble qui viennent s'encastrer dans le relief et donc qui permettent de faire des rez-de-chaussée encastrés dans le relief et du logement au-dessus pour densifier. Voilà. Et alors je voulais terminer. Donc je suis un peu sortie du patrimoine, mais donc c'est pour montrer le devenir de site industriel. Et je voulais terminer sur cette image-ci en disant, bon, là, aujourd'hui, on a des opportunités, etc. ainsi, et puis on laisse à la génération suivante l'opportunité de savoir ce qu'on va faire de ceci le jour où c'est désaffecté. Voilà, je vous remercie. Juste pour la presque anecdote, ah ben voilà, ce serait vraiment jusqu'au bout. Quand on a fait la balade, et certains d'entre vous étaient là, je reconnais certains visages, on a été visiter un bâtiment en fait qui est mondialement connu dans votre zoning, dans le zoning sud, qui est le bâtiment Torrington, qui est un bâtiment qui est un peu à l'arrière de sa parcelle, qui est un bâtiment extraordinaire en fait. Et donc le patrimoine, il existe aussi en fait dans votre zoning. Et ça, c'est souvent, enfin, je pense sans doute que les Nivellois ne le savent pas. Allez, on va à Liège. C'est parti. Tac. Logiquement, tu devrais être là. Les cathédrales d'Assy. Voilà. Quand on se met en connexion, c'est en fait quand on se met en réseau. Donc il faut passer les tirs. Donc tu es obligé de faire ça. Ah, je vais faire comme ça. Oui, tu vois, bon. Bonsoir. Ouais, peut-être le privilège de passer le dernier, c'est que je ne vais pas réintroduire tout l'enjeu lié de manière générale à la reconversion des friches. Donc on va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. À Liège, sur un master plan qui nous avait été commandé par la région wallonne en 2021, suite au départ définitif, à la décision définitive d'Arcelor de complètement quitter les sites industriels de la vallée liégeoise. Donc c'est un master plan qui avait été commandé par la région wallonne pour d'abord en faire un sujet de la question du redéveloppement industriel et économique. Donc d'abord, la question, elle était industrielle et économique. C'est comment on redéploie de l'économie sur ces sites qui sont des sites complètement urbains, hein, puisqu'ils sont en plein cœur de la métropole liégeoise, à Serein, à Liège et à Herstal. Donc ce sont ces 4 sites-là. Et c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est que c'est des surfaces gigantesques. Donc on va ici en amont de la Meuse jusqu'en aval, puisque la particularité du processus de fabrication industrielle liégeois, c'était qu'au fait, il y avait 2 hauts fourneaux ici, le HF6 et le HFB ici sur Serein, qui, au fait, s'occupait à faire fondre la coque mélangée au minerai. Et là, donc, la coque arrivait ici à la coquerie par bateau. C'était du charbon qui était chauffé à haute température, qui était acheminé via des bornes transporteuses dans ces 2 hauts fourneaux. Et ensuite, l'acier en fusion partait sur des wagons torpilles qui traversaient la ville et qui allaient ici être laminés à chaud sur des énormes laminoirs Chertal, 190 hectares, et puis ça partait via le canal Albert sur le port d'Anvers. Et donc c'est vrai que en fait, cette histoire, elle est liée à l'histoire de la métropole, et c'est ça qui est assez passionnant aussi dans ce projet, c'est qu'on est sur plusieurs communes. Et on n'est pas sur la commune de la ville-centre, on est sur les communes plutôt un peu périphériques. Donc c'était aussi l'occasion de forger une vision métropolitaine, quoi. Et donc la question posée, c'est la question du redéveloppement économique. La chance, c'était que le précédent ministre Boursu, il y avait l'économie, mais aussi l'aménagement du territoire. Mais la question posée, elle était économique. Et alors, ok, il y a une crise socio-économique, mais il n'y a pas qu'une crise socio-économique, il y a une crise environnementale, etc. Donc très vite, c'était comment, on prend aussi le contre-pied. Donc effectivement, il faut répondre à la question économique, mais il faut aussi répondre à d'autres sujets qui sont, en fait, c'est la manière d'aborder finalement l'aménagement du territoire aujourd'hui. C'est transversal, c'est systémique, et donc tout est lié à tout. Et c'est vrai que donc très vite, même d'un point de vue, je dirais purement strictement économique, on redézoome, et donc on va se dire, il y a un Green Deal au niveau européen, c'était en 2021. Donc quel type d'économie, au fait, c'est quoi l'économie demain dans nos régions? C'est quand même une grande question, on ne sait pas très bien. Maintenant, il y a encore d'autres. Le monde change tellement vite que. Mais là, il y avait le Green Deal, donc il y a effectivement l'économie décarbonée, quoi. Donc c'était vraiment un sujet et des stratégies économiques wallonnes sur la smart spécialisation qu'on essayait de faire atterrir sur ces sites. Puisque la question, c'est bien, c'est quoi l'industrie de demain, en fait, et puisqu'on travaille sur le temps long, sur ce master plan qui sont là.
Alors, il y a quelques filières qui ont été, avec nos consultants, qui ont été, je dirais, de manière ciblée, de manière plus spécifique sur ces sites pour le redéveloppement économique. La filière des énergies renouvelables et de l'hydrogène, la filière acier et industrie décarbonée. On ne parlait pas encore de l'armée à ce moment-là. La filière économie circulaire, en sachant qu'en plus, il y a CMI qui est fabricant. Enfin, il y a une histoire liée à l'armée dans la région liégeoise, mais bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. L'économie circulaire, ça, c'est quand même quelque chose aussi de très, très important, qui a beaucoup de mal à se développer et qui aura besoin aussi d'incitants. La filière bois, parce qu'on est très proche des forêts ardennaises, etc. Et puis la logistique, qui n'est pas une fonction en soi pour le développement des sites, puisqu'on sait que la logistique consomme beaucoup d'espace et finalement propose très peu d'emplois, et très peu d'emplois qualifiés en l'occurrence, et qu'il y a déjà un gros pôle logistique qui se développe à Liège à côté de l'aéroport, et qu'on n'allait pas là consommer des territoires qui sont stratégiquement situés à côté du rail, à côté de la voie d'eau, à côté des villes, donc très très bien desservis, pour aller faire entre guillemets bêtement de la logistique pour faire juste du dépôt de matériaux qui viennent de Chine, etc. Et puis les industries culturelles et créatives seraient très importantes aussi, qui sont cette fonction de support. Il y a une université aussi à Liège, etc. Donc, donc on a essayé de mixer un peu ces activités sur le site. Donc ça, c'est la question de la programmation. Enfin, finalement, la réponse à la question posée d'un point de vue de la programmation économique, parce que c'est vrai que quand on dit on veut faire de l'économie, c'est un vaste sujet. Et d'ailleurs, les spécialistes ont travaillé. Et puis, donc là, on rentre peut-être plus dans les questions urbanistiques, c'est comment on fait changer le regard sur ces sites industriels qui ont été, en fait, qui sont le synonyme d'une époque révolue et qui ne reviendra jamais, finalement, mais qu'il ne faut pas non plus complètement oublier. Et donc, comment, de cette trace, de cette histoire, on en fait quelque chose de positif, et en s'appuyant sur cette notion du nouveau paradigme environnemental, de la question de la réindustrialisation en intégrant la transition écologique. Alors ça, c'est effectivement les petits schémas qui ont montré toute l'histoire de ces sites. En fait, les sites sont basés sur cette grande trace noire qui est certains l'appellent le croissant fossile, qui va de l'Allemagne à l'Angleterre. Mais bon, on est tous liés par cette même histoire dans ces vallées, jusqu'au nord de la France. On a épuisé les sols. En fait, il y a le symbole d'un essor et puis du déclin. Et puis ça devient finalement seulement un paysage. Mais bon, c'est une économie qui était basée finalement sur les questions de l'épuisement de la ressource. Mais aussi des hommes. Il y a des hommes qui sont épuisés, des femmes qui sont épuisées. Et finalement, c'est une économie très singulière qui est très, très peu résiliente, puisqu'elle a laissé là en fait, des sites qui sont... voilà, il n'y a pas eu vraiment de reconversion. Et quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, c'était ça, puisque maintenant on arrive dans une période qu'on appelle l'Anthropocène, qui est ici, qui devient une vraie période sur du temps long, à la manière des grandes périodes, je dirais, de l'histoire de l'humanité. Et au fait, cette histoire d'industrialisation, elle est très très courte. Donc comment on réintroduit aussi le temps très 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 long dans la question du réaménagement de ces sites. Et donc si on zoome sur cette période-là, on est ici. Et finalement, tout s'est accéléré, mais c'est un peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, tout s'est très très vite accéléré. Et comment on essaye aussi de prendre du recul par rapport à cette question de temporalité. Alors, troisième enjeu, la question de la responsabilité écologique et climatique. Donc effectivement, à Liège particulièrement, on était touché avec de la veste par les inondations en 2021. On terminait l'étude sur le master plan et on nous a dit, je pense qu'on le livrait au mois de mai. Et puis on avait prévu cette structure résiliente d'espace ouvert pour gérer l'eau, etc. Non, la Meuse ne débordera jamais. Et la Meuse était à 2 cm de déborder, mais tout avait débordé en amont. Et donc c'est vrai que la question inondation, c'est la question de la gestion de l'eau. Est aussi, ces sites doivent aussi pouvoir gérer la transition écologique et climatique. Et ça, ce schéma montre aujourd'hui en 2020, on est déjà en 2025, et en 2100, les îlots de chaleur. Donc ça va être aussi un vrai problème, peut-être même le plus gros problème, plus que les inondations à moyen et long terme. Ça, donc, c'est le nombre de jours où il fera plus de 27,5 degrés à Liège en 2100. Donc particulièrement dans les vallées, et dans les vallées post-industrielles, puisqu'elles sont très, très minéralisées. Donc là, il va y avoir des grosses questions liées à la question au fait de la chaleur. Et donc, on aura bien besoin aussi de toute cette biodiversité de ce paysage. Et justement, ces sites qui sont
Donc l'histoire, je pense que tu en as parlé aussi, l'histoire de ces sites est liée aussi pas qu'au bâtiment, mais aussi à sa topographie. Hein, c'est ce que montre cette coupe, en sachant que les grands opérateurs veulent un beau grand terrain plat pour développer des grands entrepôts. On a aussi essayé de faire prendre conscience que ces traces racontent une histoire, que ces traces sont aussi des éléments où se développe une micro-biodiversité, même une biodiversité tout court, avec une richesse au fait, qui est là et qui se développe de plus en plus, qu'on attend de développer les sites. Donc, il y a même certains sites où on arrive maintenant à avoir des paysages et des parcs qui sont presque magnifiques. Donc ça, c'était un peu les différents enjeux. Et puis donc dans les principes, je dirais, du master plan, on est assez vite, on s'est assez vite rendu compte qu'il fallait qu'on essaie de construire une histoire commune au développement de ces sites, mais chacun avec sa spécificité. Donc c'est pour ça qu'on a commencé. Et dans l'histoire du changement de paradigme, il y a l'histoire aussi peut-être d'essayer de transformer une histoire, en fait, de raconter une nouvelle histoire. D'ailleurs, pour les masterplans, on a quand même rencontré plus d'une centaine d'acteurs qui, au fur et à mesure, ont adhéré à certains principes. Et donc, on a commencé, chaque site, à lui donner un nom en fonction de ses spécificités. Le HF6, c'était le fort parce qu'il est sur un plateau avec des grands murs de soutènement. Le HFB, c'était le château parce qu'il reste ce haut fourneau qui est là. La plateforme, c'était la coquerie, puisque c'est un grand espace horizontal. Et puis la réserve, c'est Chertal, de par sa taille, en fait. Et donc, on voit ici les premières attentions qui sont... Il y a aussi deux bords à chaque fois à ces sites, puisqu'on est en fond de vallée. Donc, il y a toujours la colline, hein, le paysage d'un côté, et puis il y a l'eau de l'autre côté, qui est un bord peut-être aussi un peu plus économique, puisqu'il est lié à la question du transport de la voie d'eau, du rail. Et donc ces premiers principes, je dirais, ont commencé à émerger de manière un peu large sur l'élaboration des masterplans. Et puis un des enjeux aussi, c'est quoi l'activité économique hier, aujourd'hui, demain. Donc, je pense qu'on vient de le voir à Nivelles, c'est le même cas partout, c'est la banalisation de ce paysage économique. L'usine avant Arcelor, c'était l'épuisement de la ressource, etc. Un seul propriétaire, une seule grande parcelle. Donc, quand le propriétaire s'en va, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, aujourd'hui, le XXe siècle, l'économie, c'était ça, plutôt une économie le long des autoroutes, hein, sur la dorsale wallonne haute. Donc ça, c'est l'économie du XXe siècle, avec finalement des emprises qui prennent beaucoup d'espace, des parkings qui prennent beaucoup d'espace, peu de mutualisation, peu de verticalisation. Donc l'idée, c'était de prendre conscience qu'aujourd'hui, c'était peut-être autre chose, qu'en fait, c'était aussi des quartiers. Enfin, c'est la question de comment l'économie et la ville rentrent en dialogue. Donc, il faut aussi offrir, je dirais, une qualité de vie. Il faut aussi pouvoir essayer de mutualiser certaines fonctions ou services, entre autres, par exemple, la question du parking. Et puis, on a imaginé aussi comment on pouvait, pour libérer du sol, puisque le sol devient une ressource très, très importante, et comment on peut aussi proposer de verticaliser, de superposer les activités. Alors ça pose la question après de la mise en œuvre, mais donc on a un peu, donc en disant c'est pas ça en fait la ville économique de demain. Et donc on a proposé un projet souple. Alors ça c'est tout l'enjeu de ce type de master plan qui sont sur des sites énormes et qui sont des choses qui vont se mettre en œuvre sur un temps très très long. Donc c'est comment est-ce qu'on prévoit quelque chose de suffisamment concret, mais aussi de suffisamment souple pour que finalement les fondements puissent rester sans que ça puisse absorber finalement les modifications. Donc, et un projet souple, c'est un peu ça, donc, qui compose avec de l'eau déjà là. On a beaucoup parlé de déjà là, avec l'économie, le paysage et le patrimoine. Donc, c'est donc bien une série cette addition de sujets et de thématiques qui forment finalement le redéveloppement des sites. C'est pas juste le patrimoine, c'est pas juste le paysage, c'est pas juste l'économie. Donc, on essaye de mettre en place les principes qui vont finalement guider les futurs acteurs qui vont s'occuper de ces sites-là, puisqu'on n'est jamais qu'à semer des graines de ce qui va se développer. Donc, effectivement, quand le ministre de l'économie, etc., voit qu'il y a 300 hectares au total,
en fait, il faut 300 hectares d'activité économique. Donc ça peut résumer, mais finalement, c'est un peu ça. Et donc ça, c'est quand même 300 hectares. Donc c'est vrai que c'est un potentiel très, très important. Mais ces 300 hectares-là, ils sont composés de patrimoine. Alors, on s'est beaucoup... on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup un peu battu, même avec Arcelor, qui rentrait des permis de démolition, qui était en train de commencer à démolir, pour garder un minimum de patrimoine qu'on a classé en 3 types. On a appelé un patrimoine plutôt, je dirais, paysager, c'est des totems, quoi. On les a appelés des totems. Donc, c'est des éléments un peu à l'image de sculptures qui sont laissés là dans un parc. Il y a un patrimoine qui peut être réapproprié, transformé pour en refaire des surfaces de bureaux, par exemple, ou d'activités. Et puis, il y a un patrimoine plutôt lié au paysage. Et alors, on a essayé de garder, c'est ce qu'on voit ici sur les 4 sites, chaque fois un élément qui rappelle l'histoire du site dans son processus de fabrication de cette chaîne sidérurgique. Donc, par exemple, ici, c'est le hall des coulées, donc c'est là qu'on coulait l'acier. Ici, c'est la coquerie. Ici, c'est le haut fourneau, et puis il y a un laminoir. Donc, comme ça, on peut raconter aussi sur chaque site quelle était sa fonction initiale. Et ces bâtiments redeviennent un peu les identités. Sinon, on tombe dans une espèce de banalisation aussi des sites. Donc, ça rappelle, chaque site, du coup a autour d'un espace public, à son repère, une espèce de repère urbain à la manière des églises. Et donc, on a quand même démontré, parce que c'était quand même ça, c'est que le patrimoine, on a dit, vous gardez du patrimoine, mais c'est des mètres carrés en moins pour le développement de superficie économique, que c'était que 1% de la surface totale des sites, ces bâtiments et ces éléments qui étaient préservés sur chacun des sites, finalement. Et donc, c'est très, très peu. Et ça fait aussi, alors... Après, c'est toute la question. Après, ça fait des économies de CO2 parce que c'est des bâtiments qu'on ne démolit pas, c'est des bâtiments qu'on peut réutiliser, des économies de matériaux aussi, etc. Deuxième chose, c'est la question des structures paysagères qui sont ici, on voit les formes des structures paysagères sur chacun des sites qui elles, remplissent plusieurs fonctions parce qu'on nous a dit aussi il y a trop de verre sur vos plans, mais qui permettent de préserver la topographie, donc de limiter les travaux, de nouveau les CO2 liés au transport de terre, etc., en sachant qu'en plus c'est souvent des terres polluées, donc les coûts aussi. Ça permet d'offrir un cadre de vie pour les habitants, parce qu'on est au cœur des quartiers ici, pour les habitants des quartiers, mais aussi pour les futurs travailleurs habitants des différents sites, et ça permet de répondre à tous les enjeux climatiques, c'est-à-dire le développement de la biodiversité, l'absorption des eaux de pluie en pleine terre, l'infiltration, etc. Et là, on a démontré que les master plans, en fait, s'appuyaient sur une observation fine du déjà là, de la structure paysagère, etc., des traces finalement du passé industriel, ça représentait 26%. Ces paysages préservés, qui au final forment un grand parc, 26% des sites. Mais ça représentait aussi des économies potentielles en termes de dépollution et de terrassement, finalement. Et donc, après, par rapport à des... Après, oui, ça, c'est le slogan du million de mètres carrés constructibles, mais via des processus de superposition d'activités, on a fait plusieurs scénarios, des scénarios plausibles en fonction du développement des sites, des grandes parcelles, des plus petites parcelles suivant les sites. Et donc, en dessinant de manière un peu finement les bâtiments qui pouvaient s'implanter sur ces sites-là, en fait, on en arrive à 200 hectares, mais en superposant certaines fonctions à 1 million de mètres carrés constructibles. Donc, c'est quand même... c'est quand même gigantesque. Donc là, il y a quand même de quoi faire de l'activité économique, et pas que d'ailleurs, sur des sites qui ont déjà été construits, qui sont idéalement situés, sans grignoter des terrains agricoles, etc., etc. Alors, je vous montre un exemple, un site, parce que je ne pourrais peut-être pas vous les montrer tous dans le temps imparti, je pense que le temps file, qui est peut-être le plus emblématique, mais qui démontre un peu de toute façon, c'est un peu les mêmes principes sur chaque site, si ce n'est qu'il y en a peut-être qui sont plus urbains, d'autres qui sont plus juste économiques. Mais ça, c'est le HFB qui est le plus connu, hein, puisqu'il y a le fourneau ici à Ougré, qui est le stade du Standard qui se trouve juste en face, qu'on a appelé le château Archipel. Et donc, c'est vrai que tout master plan commence par une analyse un peu fine des lieux. Donc ici, on a remarqué que, au fait, tout avait été développé sur un grand plateau horizontal ici, qui est là derrière. D'ailleurs, il y a même le train qui passe en dessous.
qui était un train industriel qui est redevenu un train pour passagers, donc il y a des gares qui réouvrent aussi. Et puis autour, il y a un paysage qui est plutôt fait de... Voilà, ça c'est une coupe ici. On voit le train qui passe là en dessous, le tunnel qui passe sous ce plateau où il y a tous ces grands géants d'acier. Et donc il y a un paysage voilà, plutôt chaotique qu'on voit là, le long de la Meuse. Et donc les potentialités d'abord fait d'utiliser les grandes surfaces horizontales, hein, ici de 8,9 hectares et de 2,6 hectares qui se trouvent là. Et puis, suivant les différentes thématiques, hein, on travaille la question de la mobilité. Hein, de la mobilité d'abord, effectivement, ce sont des sites d'activité économique. Donc, il faudra bien une desserte voiture, hein, ou camion même, principale, qui d'ailleurs est reliée au boulevard urbain de Seraing, qui fait l'objet de tout le processus de développement urbanistique depuis une vingtaine d'années. Et puis, l'idée, c'est plutôt de développer un principe de boucle, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de voirie qui traverse les sites. Donc, on s'appuie sur cette dorsale-là. Et puis, c'est une série de boucles avec des cours productives et des parkings mutualisés qui desservent finalement l'ensemble des activités. Donc, on essaye de limiter l'usage du transport routier. Et puis, on essaye de s'appuyer sur le rail. Donc, ici, il y a le train qui passe et sur la voie d'eau. D'ailleurs, dans les critères de localisation des futures entreprises qui se trouveront sur les sites, on a mis en place toute une charte où les entreprises devaient démontrer qu'elles utilisaient une part modale qui n'était pas que 100% de la voirie, parce que si c'est des entreprises qui n'utilisent que la voirie, autant qu'elles aillent le long de l'autoroute. Ici, c'est des entreprises qui devraient pouvoir utiliser les trois, ou au moins 2 des 3 modes de transport, la route et un autre mode de transport, le rail ou l'eau. Et puis, il y a le maillage des espaces, je dirais de la mobilité douce, hein, des espaces publics, en lien avec en fait, c'est une grande chaîne de parcs qu'on essaye de mettre en place. Mais ici, on voit qu'on essaye de concentrer un peu les fonctions je dirais publiques, les espaces publics autour du patrimoine. Donc ça, c'est le Haut-Fourneau qui se trouve ici. Chaque fois les mêmes plans. Et donc, il y a un maillage très très fin, je dirais, des espaces. Enfin, voilà, la question du piéton, du vélo qui est souvent oubliée dans les espaces économiques, l'enjeu, c'est vraiment de faire des nouveaux quartiers. Et puis, il y a ce patrimoine qui est relié à ce qu'on a appelé la route du feu, qui traverse toute la métropole et qui relie aussi les sites. Et donc, c'est une espèce aussi de... je dirais d'arguments touristiques ou événementiels, cette route du feu, où en fait, autour des différentes infrastructures, on pourrait retrouver des événements. D'ailleurs, il y en a déjà. Chaque année, il y a la fête du Haut-Fourneau. Il y en a déjà, alors que les sites ne sont pas réaménagés. Donc, une logique métropolitaine comme ça d'événements, de nouvel imaginaire aussi, touristico-événementiel autour de ces éléments. Et puis ici, on est plutôt dans la programmation, je dirais, un pur et dur, ou du côté plutôt du port, parce que le port se trouve là-bas, on est plutôt dans des activités plutôt industrielles. Et puis, au cœur du site ici, au plus on avance, au plus on densifie et on essaye de mixer des fonctions verticalement. Et c'est ce qu'on voit avec cette coupe. Hein. Donc ça, c'est le Haut-Fourneau avec le train, je parlais tout à l'heure, qui passe ici en dessous. Il y a des grands murs assez exceptionnels. Et donc les différentes couleurs représentent potentiellement les différentes fonctions. Et dans une logique finalement assez simple, l'idée c'est de dire que les fonctions les plus lourdes se trouvent en dessous des bâtiments qui ont besoin de plus de hauteur, avec des grandes dalles qui finalement confinent la pollution. Et puis au plus on monte, au plus les fonctions les activités demandent des charges d'exploitation légères. Donc on peut retrouver par exemple les parkings collectifs au niveau supérieur, mais aussi des ateliers. Et puis au niveau encore supérieur, des activités type bureau en rouge, ou alors logement quand on se rapproche un peu plus des quartiers. Et tout ça est basé sur une trame finalement constructible très très rigoureuse et industrielle. Qui pourrait d'ailleurs être mise au point avec les anciens industriels. Mais voilà, donc comme ça, on montre qu'en fait, la ville verticale se construit et avec toute une série de plateaux. Il y a une forme de densification qui s'établit, en sachant que tout ça pourrait être fait aussi en plusieurs phases, avec aussi des questions peut-être plus liées à une présence de l'université, aussi pour vraiment créer de la mixité, finalement des vrais quartiers. Donc c'est ce que les différentes couleurs montrent. Hein, c'est
c'est les différentes fonctions, hôtel logistique, atelier, activités universitaires et un grand parc ici en bord de Meuse. Donc ça, c'est le principe finalement de la boîte à outils architecturale qu'on a essayé de mettre en place, en particulier sur ce site-là, avec les différentes possibilités de superposition de différents types d'activités dans ces grands éléments infrastructurels, avec des possibilités de reconversion, etc. Et alors, en termes de patrimoine, je dirais... Donc, sur ce site-là, il y a les trois exemples. Il y a l'exemple du bâtiment totem, qui, en fait, est le haut fourneau, donc qui devient... Là, il n'a plus d'usage. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la sculpture qui est laissée au cœur du futur quartier. Alors, on a montré des exemples. Il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. Soit c'est vraiment la sculpture qu'on laisse... je dirais, soit on y a accès, etc. Donc il y a des budgets aussi, etc. Mais ça nous semblait quand même important de conserver au moins un haut fourneau à Liège, puisque c'est quand même l'histoire de la ville, fait partie aussi de l'histoire de l'industrie. C'est pas pour ça qu'il en faut pas un aussi à Charleroi. Voilà. Et ça a été... Alors, le problème maintenant, c'est que, comme on a beaucoup parlé, parce que ça a été médiatisé, etc., au fait, il y a beaucoup de personnes qui résument le master plan, ou en tout cas sur cette partie-là, ah oui, c'est bien, on a gardé le haut fourneau, donc maintenant on fait ce qu'on veut à côté, quoi, en gros. Et donc, c'est un peu le risque aussi de cette accaparation d'un seul objet, alors que le master plan, il est bien plus multiple que ça. Il y a un deuxième type de bâtiment qui est celui-là, qui est le bâtiment... des anciennes chaufferies, lui on a appelé comme bâtiment capable, c'est-à-dire qu'on a démontré qu'au fait on pouvait construire dedans plus ou moins à 8000 m² de plancher, donc ce qui permet d'économiser X tonnes de CO2, etc. Puisqu'on voit qu'on peut densifier avec des plateaux dans un grand volume vide, et il y a des exemples au fait qui existent. Et donc c'est une structure en béton, donc elle permet d'avoir quand même des fonctions autres. Et au fait ce diptyque qu'on voyait sur la première dia, au fourneau chaufferie, fonctionne assez bien, puisque le haut fourneau tout seul, de nouveau, est un peu singulier. Et puis, ce qu'on appelle plutôt le patrimoine de paysage. Donc ça, c'est ces énormes silos qui sont entre... on voit pas très bien ici, mais il y a le haut fourneau qui est là, il y a les quais au point bas, qui sont plutôt une structure appropriable pour différents types d'activités. Donc ça, c'est en Allemagne, à Duisbourg, où ça devient des plaines de jeux, des terrains d'escalade, etc. Donc c'est de nouveau une autre forme d'appropriation possible. Pour des loisirs de ces énormes structures industrielles. Et alors ça, c'est vrai que sur cette D3D comme ça, on voit beaucoup de vert finalement, mais ça c'est le quartier, quoi. Et quand on zoome un peu, on voit un peu cette diversité de tout ce qu'on essaie de mettre en place. Et c'est vrai que les sites sont... Donc ça, c'est un site. Et puis ça, c'est un autre site. Ça, c'est la coquerie. Donc là, c'est plutôt des activités des parcelles plus grandes, par exemple. Puis encore un autre site ici, qui est HF6. Chertal est trop loin parce qu'il est à 10 km. mais on voit quand même qu'en fait, d'ailleurs, c'est ce que le vert montre un peu, c'est que grâce aussi à la figure paysagère de chaque site, on essaye de mettre en place une figure paysagère plus grande qui est un grand parc, qu'on a appelé le grand parc de Bord-de-Meuse. Donc, au fait, le fait qu'il soit plusieurs, et puis à chaque fois, entre les sites industriels, il y a des quartiers qui sont habités ici, et là-bas, il y avait un parc, le parc de Trasanster. Là-bas, il y a nouveau un autre quartier. Et donc, l'opportunité, c'est aussi de créer, au fait, aussi une grande structure territoriale de par l'intervention sur chaque site. Donc, les échelles s'enchevêtrent. Et c'est vrai que c'est souvent la vision qui manque, en tout cas, en particulier à Liège, puisqu'on est une métropole, sauf qu'on ne l'est pas, puisque chaque ville a sa ville. Seraing, Herstal, finalement, tous Liège, c'est la même ville. C'est le même territoire. Et donc, le fait de réfléchir à des sites comme ça qui sont un peu en dehors, fait qu'on essaye de faire un premier projet de territoire, et ça c'est le petit schéma qui montre ce que j'essaie d'expliquer, mais de pouvoir construire puisque les quais sur Meuse ont déjà été pas mal réaménagés dans le centre de la ville, il manque quelques maillons, mais comment est-ce que
en fait, à l'échelle de toute la métropole, de toute la vallée liégeoise, finalement, on peut essayer, grâce aussi à la reconversion de ces sites-là, à avoir cette grande figure paysagère et ce grand parc de fond de vallée, qui manque d'ailleurs dans ces vallées, puisque ces vallées sont hyper denses, hyper peuplées, il y a des problèmes d'îlots de chaleur à terme, qu'on essaye de ramener la population proche des villes, des services. Et donc, c'est nécessaire aussi d'avoir ce type d'infrastructure verte pour pouvoir ramener de la qualité de vie, pour arrêter que les habitants du centre fuient vers les collines vertes qui sont là aux alentours. Et puis, en complément de ce parc, hein, c'est cette route du feu, qui est l'opportunité de levier culturel pour la métropole aussi, sur plusieurs communes, et qui, effectivement, il y a plein de patrimoine dans la vallée, puisque la vallée a traversé les siècles, et comment ce patrimoine industriel-là complète, au fait, le patrimoine existant, le patrimoine millénaire du centre-ville, et comment le patrimoine, au fait, du XXe siècle participe finalement à cette histoire qui est une histoire finalement perpétuellement en mouvement, qui n'est jamais vraiment figée, hein, puisque le patrimoine est aussi en mouvement. Et donc ça c'est un petit zoom sur la route du feu. On était là, hein, sur le HFB, et on voit déjà ici sur Seraing, puisque le standard est à Liège. C'est le problème des communes. Ça, c'est la limite, quoi. Là, on est à Liège, là, on est à Seraing. Mais comment déjà, cette route du feu couplée à cette chaîne de parcs fait qu'on a une autre vision de la vallée. En fait, ce qui est aussi, c'est que ces sites, ils ont toujours été fermés. Je pense qu'on connaît tous le film des frères Dardenne. Ils ont toujours été fermés avec ces grands murs sur la ville. Et là, ils vont être réouverts. Donc c'est vrai que c'est important qu'ils soient appropriés par les habitants à la fois des quartiers, de la métropole, et qui est ce vecteur à la fois de parc et de culture. Et pour le moment, il y a déjà... En fait, on vient de... C'est en dehors des sites, et c'était avant le master plan. On vient de rénover un bâtiment. Oui, cette petite fresque montre aussi cette alternance, site industriel, paysage, quartier, site industriel, paysage, quartier. On l'avait appelé, on l'avait fait pour une expo avec l'agence Terre, avec qui on a fait le master plan. On l'avait appelé les châteaux de la Meuse, ici. Et donc ça c'est un bâtiment qu'on a transformé récemment, qui vient d'être livré. À la base, le programme, c'était un parking et une traversée piétonne. Et au fait, il est en train, je pense que tous les mois maintenant, il y a des activités parce que c'est un site énorme, il y a des activités qui se font là, des garden parties, des festivals, etc. Et j'en termine peut-être avec ça, pour retomber dans une échelle architecturale, où c'est les anciens ateliers centraux ici, où en fait on a plutôt fait un travail de soustraction plutôt que de construction. Et ça, c'est la 3D. J'aurais peut-être dû prendre une photo plus récente, mais puisqu'il est fini maintenant. Mais ça, c'est le parking. Ça, c'est une traversée qui donne sur une passerelle de la gare. Et en fait, cet espace-ci, il est déjà approprié aujourd'hui par une série d'événements de tout type. Donc, en fait, progressivement, je dirais à toutes les échelles, finalement, jusqu'à l'échelle d'un bâtiment, les choses évoluent lentement, mais doucement, se transforment dans l'imaginaire collectif, quoi, puisqu'il y a des jeunes de la faculté d'architecture qui font des trucs, des jeunes d'HEC qui font leur garden party. Donc les jeunes se réapproprient cette partie-là de la ville aussi, et progressivement, ça rentre dans le territoire. Voilà, pour l'histoire de Liège, en quelques mots. Merci. Super, un grand merci à tous les deux pour ce voyage dans Nivelles, dans la cité ardente. Je voudrais d'abord vous remercier tous les deux, Chantal et Jean-Christophe, pour vos excellents partages de connaissances, d'expériences. Et vous nous avez fait voyager dans des lieux, certainement mieux comprendre les enjeux des deux sites majeurs qui sont sur Nivelles, dont un est en train clairement d'être rénové, et puis l'histoire s'écrira pour les autres. Juste deux éléments, moi, que j'ai vraiment retenu des interventions, c'est la notion du temps.
quand on parle d'histoire, et c'était la clé d'entrée du centre culturel qui a voulu travailler sur l'histoire de Nivelles au travers de son passé industriel, on a bien vu par les différentes interventions qu'on s'inscrit toujours dans un temps long, en fait, quand on parle de territoire, en fait. On s'inscrit toujours dans un temps long. J'ai bien aimé aussi cette différenciation entre un bâtiment industriel et un site industriel. Et effectivement, on est sur des processus, on convoque différentes matières d'une manière tout à fait différente. Et donc, voilà. Et donc, faire trace, parce que c'est un peu ça aussi, un peu notre fil conducteur, c'est faire trace de ce qui s'est passé hier et faire trace finalement de ce qui se passe aujourd'hui. Ben, par le bâtiment, certainement, mais aussi il y a plein d'autres choses. Hein, tu citais bien, pardon, qu'il y a le patrimoine, il y a le paysage qui est peut-être une trace bien plus importante. Et puis, il y a aussi la trace des activités en fait, qu'on fait. Et les activités, c'est répondre à un besoin et c'est quelque chose d'extrêmement évolutif. On ne réfléchissait pas à la programmation il y a 20 ans, comme on la réfléchit aujourd'hui. 20 ans, en termes de territoire, c'est rien du tout. Donc voilà. Donc on est dans des schémas très évolutifs, très rapides, on est dans une certaine accélération. Et il est temps d'accélérer vers le bar. Je te laisse le mot. C'est tout à fait ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Merci à vous trois et merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite effectivement à aller boire un verre maintenant, donc juste en bas des escaliers à droite à la cafétéria. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée.